Les retards que nous avons pris, mais pour la bonne cause et pour le débat, et pour la démocratie, la vie de la démocratie. Donc pour 1 heure, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Anne-Marie Descotes, qu'on a quittée il n'y a pas très longtemps, pour une audition différente, qui donc est secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour évoquer les grandes lignes du budget 2025 et les conditions de sa mise en œuvre. Nous l'avions évoqué lors de l'audition du ministre. Le projet de budget pour 2025 déposé par le gouvernement prévoit une baisse des crédits, si l'on considère le périmètre du ministère et de l'aide publique au développement appelé d'environ 1 milliard d'euros, soit 15% du total. Cette diminution fait suite aux annulations de crédits survenues en 2024, de l'ordre de 880 millions d'euros. Et elle sera encore aggravée, nous a dit le ministre, par la contribution du ministère aux 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur le budget de l'État qui devront être trouvés en cours des discussions budgétaires. On peut donc dire que le ministère prend sa part à l'effort de rigueur demandé à tous pour rétablir les finances publiques. Et dans ce contexte, nous aimerions que vous nous disiez, Madame la Secrétaire Générale, comment votre administration va s'adapter pour mener à bien ces missions. Je songe d'abord au plan de réarmement de notre diplomatie. L'objectif de hausse des effectifs porté par le programme 105 est ainsi diminué de moitié. Comment cela impacte-t-il la mise en œuvre des priorités identifiées? Où sont d'ailleurs l'agenda de transformation et ses nombreux chantiers connexes, qu'il s'agisse de la gestion des ressources humaines, des investissements dans la communication et le numérique, de la création de l'académie diplomatique et consulaire ou encore de la politique sociale du ministère? Dans un contexte international toujours plus dégradé, un tel cadre budgétaire pèse encore sur certaines fonctions essentielles de notre action extérieure, à commencer par ce qui s'apparente à des investissements de moyen ou long terme, les contributions internationales, le fonctionnement des ambassades, la coopération de sécurité. Ne progressent de manière significative que les dépenses de protocole, compte tenu de l'actualité toujours chargée en conférences internationales organisées sur notre sol, ce qui est certes une compétence non négligeable au service de notre influence, et c'est un sujet dont on vient de débattre, l'influence. L'essentiel de l'effort de réduction des crédits de la mission est porté par l'aide publique au développement, dont les crédits diminuent de près d'1 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 850 millions d'euros en crédits de paiement, soit respectivement 33% et 26%. L'aide française est en conséquence rendue moins concessionnelle et plus multilatérale, ce qui va dans une certaine mesure à l'encontre des efforts déployés depuis plusieurs années. Le programme 151, dont les crédits baissent de 2,4%, contribue également à l'effort financier, tout en poursuivant la mise en œuvre de 3 projets clés de modernisation de l'administration des Français de l'étranger, à savoir le vote par Internet, le registre de l'état civil électronique et le service France Consulaire. En matière de diplomatie culturelle et d'influence, enfin, le programme 185 voit ses crédits baisser de plus de 6% et met fortement à contribution ses opérateurs, avec une diminution de plus de 14 millions d'euros des moyens de l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger. L'objectif de doublement des effectifs d'élèves au sein du réseau semble s'éloigner. Je vous cède, Madame la Secrétaire Générale, le micro pour un propos liminaire. Avant que les rapporteurs pour avis de nous posent des questions relatives à leurs programmes budgétaires respectifs, ceux des commissaires qui souhaiteraient évidemment intervenir, comme à l'habitude, à l'issue de vos réponses, peuvent d'ores et déjà s'inscrire auprès de Marc pour la seconde partie de nos échanges. Je rappelle que cette audition est captée, elle est diffusée sur le site internet et sur les réseaux sociaux du Sénat. Madame la Secrétaire Générale, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères vous a présenté le 23 octobre les grands axes et objectifs prioritaires du budget de notre ministère. Donc merci de m'avoir convié aujourd'hui à m'exprimer sur ce budget, et je m'efforcerai bien sûr de répondre à toutes vos questions. Toutefois, si vous souhaitiez avoir des éléments complémentaires plus précis, je me suis permis de venir accompagné d'Alexandre Mauroy, le directeur des affaires financières, du directeur adjoint des Français à l'étranger de l'administration consulaire, Raphaël Tranois, du directeur général adjoint de la mondialisation, Olivier Richard, et d'Emmanuelle Lachaussée, directrice générale adjointe des affaires politiques. Alors,
Effectivement, je crois que vous avez parfaitement posé le débat et la question qui est pour nous aujourd'hui centrale, qui est de savoir, dans le contexte budgétaire contraint auquel nous devons faire face, est-ce qu'il nous permettra de poursuivre la transformation que nous avons engagée depuis plus d'1 an et demi. Un agenda ambitieux qui, comme vous le savez, était issu des recommandations formulées lors des États généraux de la diplomatie, qui était aussi un exercice tout à fait inédit, puisqu'il avait mobilisé l'ensemble des agents pendant 3 mois. Et donc, le défi aujourd'hui, il est je dirais, de quatre ordres. Pour la diplomatie, c'est le défi de la guerre qui est revenu sur le continent européen. C'est le défi énorme et multidimensionnel des enjeux globaux. C'est aussi le défi de la démocratie et donc de la poursuite de la défense des organisations et des principes qui permettent de la guider, de la défendre, et enfin le défi de la prospérité partagée. Et donc, ce sont devant ces défis, nous devons essayer, nous, de nous transformer pour avoir, je dirais, une diplomatie, un ministère, mais surtout des hommes et des femmes, des diplomates, capables, comme nous l'a demandé le ministre Barrot, de mener une diplomatie qui porte une voix singulière dans les enceintes européennes et internationales, une diplomatie qui se distingue par sa créativité et sa capacité d'innovation, et enfin une diplomatie qui œuvre au service des Français. Alors, pour atteindre ces objectifs, comme je l'ai dit, nous avons bâti un agenda sur les 356 recommandations issues du rapport des États généraux qui a été remis en mars 2023 au président de la République. 80% de ces recommandations sont déjà mises en œuvre ou en voie de l'être d'ici la fin de l'année. Le président de la République, lui, avait fixé 5 axes d'efforts, mais tout ça se rejoint, je dirais, avec les objectifs que le ministre nous a lui-même énoncé, avoir une diplomatie agile dans un monde en recomposition, une diplomatie des partenaires, une diplomatie des biens communs, une diplomatie pour les Français, une diplomatie des talents. Et donc, pour y parvenir, nous avons, depuis 18 mois, mis en chantier plusieurs projets, plusieurs actions, et je voudrais en citer quelques-unes qui sont vraiment structurelles et emblématiques. D'abord, la transformation de nos services aux Français, avec le déploiement de la plateforme téléphonique France Consulaire dans 62 pays désormais, et le registre d'état civil électronique, ou encore l'expérimentation du renouvellement des passeports à distance. Nous avons également engagé dès le début, c'est-à-dire dès la fin 2022, le renforcement de nos capacités de communication et d'influence, tant en administration centrale que dans le réseau. Et nous avons également déployé progressivement une capacité en matière de lutte contre la désinformation. Nous avons également organisé progressivement la montée en puissance de notre expertise en matière d'enjeux globaux en administration centrale et dans le réseau par le recrutement d'experts. Nous avons également engagé la simplification de nos méthodes de travail et de nos procédures internes en nous fixant l'objectif de réduction de 50% de nos formulaires internes en 2025. La transformation de notre politique des ressources humaines et de culture, la mise en place d'une culture managériale est également, je dirais, très largement engagée, puisque nous avons procédé à une refonte des concours d'entrée. Nous avons lancé une marque employeur pour être plus attractif dans un contexte où la fonction publique l'est devenue parfois un petit peu moins, et nous voulons diversifier nos viviers de recrutement. Nous avons donc lancé aussi en mai une nouvelle académie diplomatique et consulaire, et nous lançons également un nouveau plan d'action égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour 2024-2026. Et cette transformation est engagée avec tous les agents du ministère qui sont bien sûr associés, mais aussi régulièrement informés de l'état d'avancement des projets. Alors, la vitesse à laquelle, je dirais, évolue l'environnement international nous encourage évidemment à accélérer ces efforts de modernisation. Alors, nous avions prévu, je dirais, sur la base des moyens qui nous avaient été annoncés, d'échelonner la hausse pour réarmer la diplomatie, comme vous l'avez dit, entre 2024 et 2027. Bien évidemment, je ne saurais dire que le contexte budgétaire ne nous affecte pas.
mais le ministère a pris une part très significative dans les annulations et gel de crédit décidés en février puis en juillet dernier, donc 880 millions d'euros au total, soit 12,5% de notre budget. Nous avons donc dû faire des choix pour que la mise en œuvre de ces réductions, je dirais, ne touche pas nos chantiers prioritaires, et nous avons veillé à maintenir ces chantiers de réforme et de modernisation, parce que je crois que cela a aussi une influence sur notre capacité à continuer à faire mieux, éventuellement avec moins dans des périodes de contraintes comme celles que nous connaissons. Donc, je dirais, dans ce contexte, vous avez rappelé, et vous connaissez très bien notre budget, et vous savez quelle est la contribution qui nous est demandée à la maîtrise des finances publiques. Donc, je vais peut-être, pour ne pas être trop longue, aller un peu à grands traits et montrer comment nous allons prioriser nos actions en 2025. Encore une fois, veiller à porter une voix singulière de la France, veiller à être très clair sur ce que la diplomatie apporte au quotidien des Français, être plus innovant, créatif et efficace. Ça, c'est aussi dans la gestion de nos moyens. Donc, je commencerai par une remarque sur l'amendement gouvernemental d'économie additionnelle de 5 milliards d'euros qui a été donc décidé pour ramener le déficit à 5% du PIB. Et donc, cette mesure d'économie additionnelle, elle a été portée sur le programme 209, qui représente la moitié de nos crédits. Nous allons faire en sorte, malgré cela, d'impacter le moins possible les crédits et les moyens bilatéraux. J'y reviendrai ultérieurement. Nous protégeons donc l'investissement dans l'agenda de la transformation, et notamment nos moyens humains, à travers une trajectoire d'emploi, d'ETP, qui reste positive, même si elle est inférieure à ce que nous avions prévu, et nous veillerons à poursuivre le réarmement de nos services consulaires au bénéfice direct de nos ressortissants à l'étranger. Alors, sur les crédits du titre 2, je voudrais appeler l'attention sur la poursuite de la dynamique qui caractérise nos ressources humaines depuis 2 ans. Donc, nos crédits en 2025, crédits de rémunération, seront de 1,146 millions d'euros, donc en hausse de 0,7% par rapport au budget 2024. C'est une hausse qui permettra de financer la création de 75 ETP, qui s'ajoutent donc aux 265 créés sur la période 23-24. C'est important, même si c'est inférieur à ce que nous avions espéré, parce que, vous le savez, on reste dans la rupture claire dans la durée, avec les années d'érosion de nos moyens, puisque nous avions subi une érosion de 3000 suppressions d'ETP entre 2006 et 2021. Et donc, nous continuons sur une trajectoire ascendante. C'est important, et nous espérons pouvoir maintenir les 200 créations supplémentaires d'ici 2027. Nous avons regroupé l'ensemble de la masse salariale sur le seul programme 105 pour en sécuriser l'exécution financière, d'une part, et permettre une transparence renforcée, notamment vis-à-vis de vous, vis-à-vis du Parlement, et pour nous, un pilotage aussi beaucoup plus dynamique de nos effectifs. Alors, ces nouveaux ETP seront répartis évidemment en fonction de nos priorités, donc renforcer notre capacité d'analyse politique au plus près du terrain, c'est important dans le contexte de crise à répétition que nous vivons. Nous continuerons de renforcer aussi notre action de communication externe et de veille stratégique. Nous poursuivrons le renforcement de nos fonctions de soutien logistique, le renforcement de notre capacité d'instruction des demandes de visa au service de notre politique d'influence dans la suite du rapport Hermelin. Nous continuerons bien sûr de renforcer les équipes de lutte contre la fraude pour avoir une meilleure qualité de service, mais pas seulement pour les étrangers, pour les Français aussi. Et bien sûr, nous renforcerons les capacités de nos postes qui gèrent des fonds Équipe France. Nous devons également nous préparer à
armer de nouveaux postes, puisqu'une nouvelle ambassade au Guyana sera créée, et donc nous ferons en sorte de pourvoir cette nouvelle petite équipe. Sur le 105, donc Action de la France en Europe et dans le monde, grâce à la baisse tendancielle de nos contributions aux organisations internationales et aux opérations de maintien de la paix, les moyens sont dans l'ensemble préservés au prix de priorisation. Nous pourrons préserver les fondamentaux, je dirais, et poursuivre les réformes plus structurantes. Nous l'avons vu, vous l'avez rappelé en introduction, les formes de conflictualité se multiplient, s'aggravent dans le monde et appellent donc de notre part une adaptation de notre action. Et donc, dans ce contexte, nous pensons que notre mission d'analyse politique est absolument essentielle et doit être préservée. Donc, pour cela, il nous faut pas seulement plus d'agents, mais surtout des agents mieux formés au métier de la diplomatie. Et donc c'est pour ça que nous mettons en place l'Académie diplomatique et consulaire, créée en mai de cette année pour renforcer la compétence de nos agents, mais être également au service de l'interministériel et plus largement de la société civile à travers le CHEAD. Donc nous voulons aussi nourrir nos partenariats internationaux, valoriser notre expertise auprès des Français et des territoires. Et donc le budget des activités de l'Académie diplomatique et consulaire est estimé pour 2025 à 5,4 millions d'euros, en augmentation de 22%. Il a été construit donc de façon à intégrer et consolider les programmes antérieurs avant de lancer les nouvelles formations et les nouvelles missions de l'Académie. Nous pensons que dans le contexte que nous avons rappelé, nos agents doivent évidemment pouvoir travailler dans un environnement sûr et dans de bonnes conditions. Donc nous continuerons de renforcer la sécurité de nos emprises diplomatiques et consulaires avec une hausse globale de 2,6 millions d'euros pour assurer leur protection. Nous avons cette opération emblématique d'extension et de réhabilitation de l'aile que l'on appelle l'aile des archives du Quai d'Orsay, le projet ERA, qui débutera donc l'année prochaine pour offrir une capacité de 600 postes de travail supplémentaires sur le site du Quai d'Orsay. Pour accompagner les travaux, nous avons pris à bail un site temporaire, Spalis, en Seine-Saint-Denis, près du village olympique. Il permettra d'accueillir pendant 5 ans 300 postes de travail pour limiter donc l'exposition des agents aux nuisances des travaux qui seront menés sur le site du Quai d'Orsay. Et puis des opérations de travaux à l'étranger seront poursuivies. Une enveloppe supplémentaire de 7,5 millions d'euros est mobilisée. Pour être plus efficace aussi dans notre action, je dirais nos agents ont besoin d'outils plus performants. Le budget de la direction du numérique sera maintenu à son niveau de la LFI 2025, soit 57 millions d'euros en crédit de paiement, en soclant ainsi la hausse significative que nous avons opérée ces dernières années. Pour mémoire, le budget de la direction du numérique était d'un peu plus de 40 millions d'euros il y a 5 ans. Donc ça permettra de continuer à accompagner les évolutions des métiers de la diplomatie et de mettre en œuvre aussi des technologies innovantes. Et enfin, nous avons besoin, je l'ai dit, de nous positionner sur les grands enjeux globaux, et ce sera le cas avec l'organisation du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle en février, un sommet pour l'action, et celui que nous organisons avec la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, en juin. Et pour ces 2 exercices, donc une enveloppe de 25 millions de crédits exceptionnels a été prévue. Sur le programme 151, donc notre action consulaire, les moyens consacrés au grand chantier de modernisation sont préservés. Les services rendus aux Français de l'étranger, je pense que vous avez pu le voir sur le terrain, ne cessent de se moderniser au travers d'un recours élargi à la dématérialisation des procédures pour permettre aux agents consulaires de se concentrer davantage sur leur cœur de métier, c'est-à-dire délivrance des titres d'identité et de voyage, dont la demande a augmenté de 110% par rapport à 2019, la protection consulaire, les démarches d'état civil, la gestion des urgences, tout en portant une attention particulière aux publics les plus fragiles et qui restent, je dirais, peu familiers de l'environnement numérique. Nous avons, pour nous guider, pris l'habitude de mener de manière systématique des enquêtes de satisfaction pour prendre en compte les attentes des usagers des services consulaires.
La politique prioritaire du gouvernement, ou chantier prioritaire, comme on l'appelle maintenant, amélioration de la qualité du service rendu aux Français de l'étranger, donc mis en œuvre par la DFAE de façon tout à fait exemplaire, je tiens à le dire, se décline en 4 projets majeurs de modernisation: le registre de l'état civil électronique, le vote par Internet, le service de réponse téléphonique France Consulaire et l'expérimentation du renouvellement des passeports à distance qui est en cours actuellement au Canada et au Portugal. Voilà, ces chantiers seront évidemment poursuivis en 2025 et la finalisation du registre d'état civil électronique est envisagée pour la fin de l'année prochaine pour permettre donc la dématérialisation de l'ensemble de l'état civil du ministère. Et le service France Consulaire, qui couvre, comme je l'ai dit déjà, 62 pays, achèvera son déploiement en vue d'une couverture mondiale à l'horizon fin 2025. Le marché du vote par Internet a été renouvelé en septembre de cette année et des modalités de vote plus simples pourront être envisagées pour les prochaines élections. Une évaluation sur l'expérimentation du renouvellement des passeports à distance est attendue pour ce mois de novembre et devrait nous permettre d'envisager l'extension à d'autres pays. Voilà, d'autres chantiers prioritaires, d'autres chantiers importants de modernisation du service consulaire sont prévus, en particulier le déploiement de l'identité numérique pour les Français à l'étranger, ainsi que la généralisation du paiement des droits de chancellerie par timbre électronique. Le programme 185, j'en viens donc au crédit qui concerne notre diplomatie dite culturelle et d'influence. Là, bien sûr, nous avons acté une baisse de 6%. Soit moins 46,4 millions d'euros, des crédits qui sont tout de même, malgré cette baisse, mais maintenus à un niveau significatif, 674,4 millions d'euros. Après une montée en puissance en 2024 dans le prolongement des orientations stratégiques définies par la feuille de route de l'influence de 2021 et des priorités présidentielles, les moyens prévus en 2025 seront priorisés sur les dynamiques prioritaires engagées. Donc nous allons continuer de financer des actions essentielles au rayonnement international de la France à travers les bourses de mobilité étudiante, dont la dotation sera stabilisée à 70,1 millions d'euros. L'objectif de 15 000 boursiers d'études à l'horizon 2027, qui était la stratégie interministérielle Bienvenue en France, ne peut malheureusement être atteinte, mais nous maintiendrons quand même notre effort pour continuer à attirer des talents en France, puisque nous sommes dans un contexte aujourd'hui de compétition internationale accrue. Nous réaffirmerons aussi le soutien aux instituts français à l'étranger, qui sont des relais d'influence incontournables. Leur dotation de fonctionnement est sanctuarisée à hauteur de 45,7 millions d'euros, ce qui permettra de poursuivre la revalorisation salariale et l'amélioration de la protection sociale des personnels dans le cadre de notre agenda de transformation. Cet investissement, je le mets entre guillemets, mais j'emploie quand même ce terme, c'est un investissement dans la qualité de nos ressources humaines. Il est indispensable au rayonnement de la France à l'étranger. Nous devons attirer les meilleurs dans nos centres culturels pour organiser des événements de qualité et convaincre à la fois nos partenaires et nos mécènes de continuer de nous soutenir. Les opérateurs aussi contribueront à l'effort de réduction du déficit public, principalement l'AEFE, mais aussi l'Institut français. Et les travaux ont commencé avec eux pour identifier les pistes d'économie tout en continuant de cibler les priorités. Alors, quelques mots sur le programme 209, consacré à la solidarité avec les pays en développement. C'est le programme qui a été le plus mis à contribution, avec une baisse de 47% de ses autorisations d'engagement. Nous veillons, comme je l'ai dit, à faire en sorte que nos outils bilatéraux soient les moins affectés par cette baisse. Les ambassades pourront encore lancer des projets via les FEF, les Fonds Équipe France, cet outil ayant fait la preuve sur le terrain de son efficacité et de sa réactivité. Nous continuerons aussi à augmenter le nombre des experts techniques internationaux, pas aussi vite que prévu, mais néanmoins nous l'augmenterons parce que c'est un outil d'influence important. En matière humanitaire, nous avons dû supprimer la provision pour crise majeure, mais
avec 500 millions d'euros contre 790 millions en loi de finances initiale 2024. Nous préservons une réelle capacité à intervenir rapidement et c'est un gage de crédibilité politique dans les situations de crise auxquelles nous sommes confrontés. C'est une capacité importante à apporter une réponse d'urgence lors de déclenchement de crises aux conséquences humanitaires graves et donc cela doit rester un volet prioritaire de notre action. Enfin, les crédits délégués à l'AFD, qui constituent le bloc le plus important au sein du programme 209, seront évidemment impactés par les réductions budgétaires. Les moyens destinés aux agences et aux organisations des Nations Unies ainsi qu'aux autres organisations multilatérales et régionales seront également les plus affectés par la baisse des crédits. Nos partenariats devront donc être réévalués, priorisés à l'aune de l'influence qu'ils nous permettent. Le programme 384, donc dans lequel le Fonds de solidarité pour le développement est désormais budgété, demeure un moyen d'action important en matière de santé mondiale et nous poursuivons aussi nos efforts dans le cadre du Pacte de Paris pour les peuples et la planète pour que les grandes institutions financières internationales élargissent leur capacité d'intervention. Un mot pour terminer sur le centre de crise et de soutien. Nous sommes malheureusement aussi un ministère des crises et pas uniquement, je dirais, de l'innovation ou de diplomatique, mais nous devons aussi faire face aux crises et donc ce centre de crise et de soutien qui permet, vous le savez, une coordination exemplaire des moyens de l'État sur laquelle de nombreux partenaires comptent, notamment en cas d'évacuation, eh bien, doit voir sa capacité d'action et de préparation renforcée. Donc nous avons légèrement augmenté ces moyens de fonctionnement en PLF 2025 à 5,25 millions d'euros. Il sera donc armé, en tout cas nous y veillerons pour assurer la préparation du ministère et de son réseau à la gestion de crise, pour appuyer les postes du réseau dans l'élaboration de leur plan de sécurité, pour poursuivre le renforcement de la capacité de réponse téléphonique adossée à une cellule de crise en cas d'afflux massif d'appels, pour veiller à l'amélioration continue des fiches dites conseils aux voyageurs, dont la certification ISO 9001 a été renouvelée en 2024. Ce sont plus de 26 millions de consultations que nous avons enregistrées pour ces fiches. Donc, lorsque nous parlons d'un service aux Français, je crois que là, nous en avons la démonstration. Le centre doit aussi développer et promouvoir le service fil d'Ariane auprès du grand public, assurer bien sûr la veille sécuritaire et notamment en matière épidémiologique, poursuivre le renouvellement des moyens de communication radio et satellitaires, continuer de développer auprès des postes les stocks nécessaires à la gestion de crise et enfin organiser les cellules de crise et assurer le retour de nos ressortissants le cas échéant. Voilà, je pense que nous serons, grâce à ce travail très, très serré, très fin de priorisation, en mesure de poursuivre notre transformation au cours de l'année qui vient et de défendre nos intérêts, de promouvoir nos principes et nos valeurs, d'améliorer la qualité du service rendu aux Français, bien sûr, d'augmenter notre attractivité et de soutenir aussi l'enseignement français à l'étranger. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, en quelques mots, les principaux éléments que je voulais souligner en introduction pour répondre à votre question, mais bien sûr, si vous en avez d'autres, je suis à votre disposition. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Je propose que nous fassions comme à l'habitude, c'est-à-dire qu'on commence par entendre les rapporteurs budgétaires pour avis. Et je commencerai donc par le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde. Jean-Baptiste Lemoyne, qui doit, je crois, nous quitter. Merci beaucoup, Président. Merci, Madame la Secrétaire Générale, pour cette présentation très, très exhaustive. Avec Valérie Boyer, nous avons conduit un certain nombre d'auditions, effectivement, pour mesurer l'efficacité de notre appareil diplomatique. On se réjouit d'ores et déjà, on peut le dire, du maintien d'une dynamique positive en termes de création d'ETP. C'est vrai que ce n'est pas au niveau de la trajectoire qui était attendue à la suite des EGD, puisqu'en principe, c'était 150 ETP qui étaient prévus. Il n'y en aura que 75, mais on reste sur cette dynamique néanmoins de création de postes. Et il y en a bien besoin après 20 ou 30 années où, effectivement, il y a eu beaucoup de coupes de ce point de vue-là et le ministère était à l'os. Alors,
on voit dans le monde tel qu'il est aujourd'hui l'affirmation d'un certain nombre de puissances qui souhaitent mettre en place finalement un multilatéralisme alternatif, un alter-multilatéralisme. On l'a vu avec le sommet des BRICS, on le voit avec un certain nombre d'initiatives prises par ces puissances régionales. Et il est important que notre diplomatie ne parle pas que, je dirais, à ses partenaires occidentaux. On a en tête un certain nombre de formats, les E3, les Weimar, les G7, etc. Et donc ma question porte sur l'organisation du rapprochement avec ces enceintes de dialogue du Sud global. Comment, d'après vous, resserrer ces liens, parce que quand on regarde les BRICS, aujourd'hui, c'est 36% du PIB mondial. Voilà. Le G7, c'est 29%. Donc on voit bien qu'il y a aussi de nouvelles réalités économiques, de nouvelles réalités géopolitiques. Il est important que la France, qui a toujours une voix singulière, puisse, je dirais, être à l'avant-garde et porter aussi un certain nombre de réformes des institutions en partenariat avec ce Sud global. Voilà quel est l'objet de ma question. Et ensuite, nous avons Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame la Secrétaire Générale, avec Jean-Baptiste Lemoyne, nous rapportons, comme il vient de vous le préciser, le programme 105. Moi, je veux vous interroger encore sur la singularité de la France et la place de la France, et notamment la feuille de route de l'influence de la France, puisque cette feuille de route de l'influence de fin 2021 fixait notamment comme objectif de renforcer la présence française dans les organisations internationales. Je voudrais savoir où nous en sommes. Quel progrès peut-on faire en la matière? Parce qu'on observe que la cartographie des postes de haut niveau que la France pourrait briguer et la stratégie visant à les identifier est-elle suffisamment prête? Est-elle suffisamment en avance? On observe lorsque nous allons, c'est un petit peu la même question que posait tout à l'heure notre collègue Karoutchi, c'est l'influence de la France. Nous allons dans des organisations internationales et on voit que les Français ne sont pas autant représentés qu'ils pourraient l'être, et notamment eu égard aux efforts financiers, à leur contribution dans ces organismes. Et on sait par ailleurs que le titre de docteur ou de PhD est le plus reconnu dans le monde. Je voudrais savoir où on sent les réflexions sur l'intégration des doctorants, des docteurs dans l'administration des MAE, ou la possibilité pour les diplomates de se libérer du temps pour effectuer un doctorat, ou bien encore l'identification d'un vivier de docteurs familiers des questions internationales pour appuyer les candidatures françaises. Est-ce qu'on a un plan? Est-ce qu'on a un schéma? Est-ce qu'on sait précisément si on a progressé en la matière et quelles sont les voies pour y parvenir? Enfin, si vous me permettez, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire Générale, excusez-moi, j'ai une autre question qui concerne la diplomatie féministe. Puisque le ministère des Affaires étrangères a présenté le 11 septembre un plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes sur la période 2024-2026, donc on y est. Pouvez-vous nous en dire les grandes lignes et nous dire dans quelle mesure cela contribue à la diplomatie féministe que les ministères successifs appellent de leur vœu? Moi, je me permettrai aussi de vous demander, est-ce vraiment efficace? Je vous laisse répondre, Madame la Secrétaire Générale, et on passera ensuite au 151. Merci, merci beaucoup. Alors, sur la question des enceintes existantes et des enceintes en formation ou qui montent en puissance, et vous avez cité, monsieur le rapporteur, l'enceinte des BRICS, qui retient évidemment toute notre attention, puisque nous avons tous observé ce qui se passait à Kazan, et nous avons tous collectivement, je dirais, avec l'ensemble du réseau, engagé bien sûr une réflexion sur l'analyse des BRICS et sollicité l'ensemble du réseau pour essayer d'observer comment le sommet de Kazan avait été perçu. Est-ce qu'il est, quelle est la réalité qui se cache ou qui est en train d'émerger derrière cette enceinte des BRICS? Est-elle homogène? Ne l'est-elle pas? Pourquoi? Quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre dans ce mouvement que nous prenons évidemment très au sérieux? En ce moment, jusqu'à hier, pardon, se réunissait le G20. C'est une enceinte qui nous paraît à nous extrêmement importante et
qui est loin d'avoir été supplantée par celle des BRICS. Le G20 est une enceinte qui, je dirais, qui existe, qui a ses règles. C'est un vrai lieu de dialogue, on l'a vu encore ces derniers jours, un dialogue qu'on peut qualifier parfois de viril et qui est en tout cas une enceinte que nous entendons utiliser pleinement. Nous allons, quant à nous, être en présidence du G7 dans 2 ans et donc ce sera l'occasion, bien sûr aussi, de réfléchir plus largement sur cette question des enceintes et de leur articulation. En tout cas, pour le relier avec notre travail, c'est à la fois pour cette raison que nous avons besoin de plus d'ETP, pas massivement, mais en les plaçant au bon endroit pour renforcer les équipes qui mènent l'analyse politique sur le terrain. Rôle très important à cet égard donc dans la transformation de l'académie diplomatique et rôle très important aussi du centre d'analyse et de prévision stratégique. Nous devons absolument renforcer, je dirais, consolider cette capacité que nous avons grâce à notre réseau d'avoir des informations de terrain de première bourre, un travail que nous menons via le CAPS avec l'ensemble des think tanks avec lesquels nous sommes en relation et essayer, je dirais, de nourrir la réflexion et si possible d'anticiper ce qui est en train de se passer et comment nous pouvons ensuite très concrètement diplomatiquement et à travers des actions de coopération, travailler avec le Sud global, qui n'est pas, je dirais, un groupe forcément homogène et que nous souhaitons surtout ramener vers le multilatéralisme et la protection et le respect du droit et des règles internationales. Ça me permet de faire le lien avec la question de Madame Boyer, Madame la rapporteure, sur notre influence et la question très, très importante de nos liens avec la recherche, avec l'intégration des doctorants. Il y a un lien parce que dans cette réflexion que nous menons et ce souhait d'avoir la possibilité de recruter plus d'agents, le souhait d'aller chercher aussi des talents et des profils différents. Et dans l'académie diplomatique et consulaire, il y aura une part réservée à la recherche. Nous allons accueillir des doctorants. Nous souhaitons favoriser ce travail, pousser aussi des diplomates qui le souhaitent à mener des travaux de recherche et être nous-mêmes encore plus ouverts à l'accueil de chercheurs. Nous en accueillons beaucoup parce que en réalité, notamment sur tous les secteurs que nous rassemblons sous les enjeux globaux, ce sont souvent des sujets d'une grande technicité sur lesquels nous avons besoin d'experts et ce sont souvent parmi nos agents contractuels des doctorants ou des gens de ce niveau que nous recrutons et ils sont évidemment très importants dans notre travail de placement dans les organisations internationales. C'est une dimension que nous avons bien évidemment constamment à l'esprit à chaque campagne de recrutement des organisations, que ce soit au niveau dirigeant ou à un niveau expert, et nous le faisons en lien étroit avec nos représentations permanentes auprès des différentes organisations. Et bien sûr, cette réponse n'est peut-être pas suffisamment précise, mais nous pouvons bien sûr vous donner des chiffres et des éléments plus précis sur notre action en la matière grâce à la délégation que nous avons au sein du ministère et tout le travail que mène la direction des ressources humaines avec la délégation et avec l'académie pour former aussi nos collègues afin d'avoir plus de chances d'être recrutés lorsqu'ils passent les panels de recrutement dans les organisations internationales. Donc ça, c'est un travail que nous menons aujourd'hui de façon tout à fait appuyée, ayant en tête que cette dimension de la formation et de l'expertise est absolument essentielle. Sur la diplomatie féministe, donc je suis heureuse, ayant moi-même, je dirais, accordé beaucoup d'importance à ce sujet lorsque j'étais directrice générale de la mondialisation, en étant aussi la première femme ambassadrice à Berlin et aujourd'hui la première secrétaire générale. Ça n'est pas que symbolique. Je crois qu'il faut porter derrière une vraie politique. Cette diplomatie féministe qui a été, je dirais, un axe choisi en 2019 par Jean-Yves Le Drian est portée avec constance par ses successeurs. Et il s'agit d'une diplomatie
je dirais à double volet. L'une vers l'intérieur du ministère, la place des femmes dans le ministère, et la place que nous accordons aux programmes à l'extérieur. Et il s'agit de la place des femmes dans les programmes de coopération, l'attention que nous portons aux femmes à travers les programmes de santé et d'éducation, la place des femmes premières victimes des conflits, mais aussi le rôle que les femmes peuvent jouer dans la résolution des conflits, l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans les organisations internationales, etc. À l'intérieur du ministère, nous avons aujourd'hui, à la rentrée, nous avions, à l'issue du mouvement de cet été, 44 femmes parmi les primo-nominés chefs de poste, diplomatiques et consulaires. Donc c'est vraiment, je crois, un beau résultat, puisque l'objectif qui avait été fixé par la loi Sauvadet, c'était d'arriver à 40%, et nous avons 32% en stock. Donc ça veut dire qu'il faut que nous fassions encore un effort. Mais nous avons réellement progressé, puisque nous avons aussi un vivier avec 44% de sous-directrices, 33 sur 75 qui sont des femmes, et donc nous sentons que les choses sont en train réellement de bouger. Nous avons apporté une attention particulière aux femmes en créant des programmes de soutien, le programme Tremplin notamment, pour repérer les talents et aider les femmes à se projeter dans des fonctions d'encadrement et de chef de poste, en les aidant dans l'acquisition de capacités de management et d'affirmation, en les aidant aussi à concilier vie familiale et vie professionnelle. Mais cet exercice de conciliation touche bien sûr aussi les hommes, et nous sentons aujourd'hui chez les jeunes agents un souhait d'être attentifs à cette dimension également chez les hommes, et nous le sommes bien évidemment. Donc voilà, je crois que ce sont des éléments qui concourent à cette diplomatie féministe, et je crois que je dois m'arrêter là parce que je suis trop longue. C'est passionnant, mais malheureusement, on n'a qu'une heure et j'ai encore 11 questions. Et il reste 10 minutes. Donc je ne vous fais pas le... je propose de passer au programme suivant, le programme 151, donc les Français à l'étranger et affaires consulaires, en Ronan Le Gleut. Merci Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. Le programme 151 prend sa part de l'effort de redressement de nos finances publiques avec une baisse de ses crédits à périmètre égal d'un peu plus de 2%. En revanche, la modernisation de l'administration du réseau a été pleinement soutenue avec des crédits en hausse pour des projets clés comme France Consulaire et le registre d'état civil électronique. On ne peut que s'en féliciter. Mais le transfert de l'intégralité du titre 2 vers le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde, ne prive-t-il pas la DFAE, la Direction des Français à l'étranger et des affaires consulaires, du pilotage des effectifs du réseau consulaire? Je vous remercie. Merci Ronan. Ensuite donc Guillaume Gontard. Merci monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. Les Français à l'étranger bénéficient d'aides sociales comme nos compatriotes, mais dans un cadre législatif assez différent et moins protecteur. Ainsi, un certain nombre d'aides directes comme l'allocation adulte handicapé sont attribuées par l'État à titre gracieux, comme nous l'a indiqué l'administration du ministère. Or, on observe dans ce projet de loi de finances pour 2025 une certaine attrition de ces aides directes, mais aussi soutien au tissu associatif des Français de l'étranger, organismes locaux d'entraide et de solidarité et autres. Il n'y a clairement plus de marge de manœuvre budgétaire alors que les besoins pourraient être en augmentation. Pouvez-vous donc nous garantir que nos compatriotes à l'étranger les plus fragiles, notamment dans les pays particulièrement éprouvés comme le Liban, bénéficieront du filet de sécurité auquel ils ont droit? Merci. Merci Guillaume. Je vous laisse la parole, Madame la Secrétaire Générale, en vous demandant vraiment d'essayer d'aller à la concision pour qu'on arrive à tenir. J'ai maintenant 12 questions, une de plus. Très bien. Donc, en ce qui concerne les ETP, je crois que la politique de ciblage fin à laquelle nous procédons permettra de poursuivre les efforts et de continuer à travailler de façon fine. Et nous avons engagé un travail au cours de l'année 2024 à la fois d'analyse, de ciblage et
de réactivité et de souplesse. Ça veut dire qu'on ne doit pas une fois pour toutes avoir un certain nombre d'ETP, mais avoir aussi des ETP volants pour aider lorsque de manière saisonnière les besoins apparaissent dans certains postes et pour être aussi réactifs que possible. Et puis nous travaillons bien sûr sur la formation des agents. Je crois que c'est aussi une manière de répondre à la couverture des besoins. En tout cas, nous y sommes très attentifs et nous y travaillons en ce moment même. Sur le financement des aides sociales, donc ce sont 15,2 millions d'euros qui sont destinés à l'aide sociale directe sous forme de versement d'allocations mensuelles aux Français de l'étranger en situation de précarité. En 2024, ils sont au nombre de 4 246 et donc le maintien d'une enveloppe budgétaire à un niveau substantiel, plus 1,9 million par rapport à la période pré-Covid, devrait permettre de couvrir la mise en place de la déconjugalisation des aides aux adultes en situation de handicap, c'est-à-dire la non prise en compte du revenu du conjoint dans le calcul de l'allocation, comme cela est pratiqué en France. C'est un exemple, mais je crois que c'était un élément important à souligner. 1,6 million sont prévus pour les subventions aux associations au titre du dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger. Et puis, nous avons bien sûr aussi les subventions aux organismes locaux d'entraide et de solidarité avec 1,2 million d'euros, 1,3 million d'euros alloués au rapatriement sanitaire pour indigence et enfin 0,6 million d'euros pour les subventions aux centres médicaux, sociaux et à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations, bien sûr, nous nous tenons à votre disposition. C'est bon pour vous? Très bien, merci. Là, c'était concis. Programme 185, diplomatie culturelle et d'influence. La parole est à Catherine Dumas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Avec mon collègue Didier Marie, nous sommes co-rapporteurs du programme 185. Et c'est vrai que l'an dernier, nous étions félicités de la hausse de 50 millions d'euros des crédits de ce programme. Malheureusement, le PLF 2025 fait marche arrière. Et vous considérez que les crédits sont encore d'un niveau significatif, que vous pouvez faire mieux avec moins. Il n'empêche, le réarmement de la diplomatie culturelle est une ambition contrariée et le terme est plutôt édulcoré par rapport à la réalité. Alors j'aurais une question sur l'Institut français Paris, dont on n'a encore pas parlé. Nous avons appris lors des auditions que l'Institut français envisageait de solliciter une accréditation auprès de la Commission européenne pour avoir un accès à certains financements européens, ce qui nous semble une bonne idée. Donc aujourd'hui, seul l'Institut Goethe Institut dispose d'une telle habilitation. Donc nous voudrions savoir où on en est dans cette procédure, dans quelle mesure les ministères s'y associent et évidemment dire que nous soutenons très fortement cette démarche. On va faire les deux rapporteurs parce que sinon après on ne va pas s'en sortir. Donc c'est Didier Marie qui pose sa question. Ensuite. Merci, Président. Madame la Secrétaire Générale, vous avez signalé dans votre propos la baisse de 14 millions d'euros de la subvention pour charges et services publics de l'AEFE. Pensez-vous que cette diminution va permettre d'atteindre l'objectif du doublement du nombre d'élèves dans le réseau d'ici 2030 ? Par ailleurs, la question du financement des investissements immobiliers des établissements en gestion directe n'est toujours pas réglée. Ils avaient la possibilité de recourir à l'emprunt jusqu'en 2011. Depuis, une solution temporaire a été mise en œuvre. Elle doit prendre fin en 2026. Nous avions l'an dernier proposé l'inscription d'une subvention pour charges d'investissement au PLF 2025. Nous n'avons pas été suivis. Pourriez-vous nous dire quelles solutions alternatives sont envisagées pour répondre à ce besoin d'investissement de plus en plus urgent? Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc sur la question de la possibilité pour l'Institut français d'être accrédité auprès de l'Union européenne, nous avons engagé les travaux. C'est une procédure très longue qui va durer au moins 2 ans. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu une hésitation et une longue discussion entre les ministères de tutelle de l'Institut français. Mais je crois que c'est une
une bonne chose. Les institutions européennes seraient également heureuses de ne pas avoir que l'Institut Goethe. On aime beaucoup l'Institut Goethe, mais enfin c'est un petit peu compliqué quand il n'y a qu'un interlocuteur, et c'est pas seulement une mise en concurrence, mais je crois que dans la mesure où nous travaillons très bien, nous, avec l'Institut Goethe, ce serait aussi une bonne mesure que d'être dans le jeu, et donc ça nous permettrait aussi d'avoir accès à des moyens et à des programmes. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être fait, qui est engagé, mais c'est une réflexion, enfin un travail en fait de constitution de cette candidature et de cette accréditation qui va durer sans doute 2 ans. Voilà. Sur les crédits de l'AEFE, et la question que vous soulevez, monsieur le sénateur, c'est celle du financement de l'immobilier des EGD, la capacité d'emprunt. Et là, nous en sommes un peu, je dirais, désolés, mais malheureusement, nous n'avons toujours pas de solution satisfaisante. Donc, le mécanisme des avances accordées par l'agence France Trésor, auquel vous avez fait allusion, pourra être utilisé jusqu'en 2026. Donc, si ça n'est pas une réponse très satisfaisante, en tout cas, ça nous donne un laps de temps supplémentaire pour poursuivre la réflexion et les travaux. C'est un mécanisme alternatif. Il faut qu'on trouve un mécanisme pérenne, et donc nous allons y travailler, parce qu'effectivement, nous sommes bien conscients qu'il y a des besoins importants en matière immobilière pour le réseau de l'AEFE. Merci beaucoup. Donc, ils sont pas. Mission, donc la mission d'aide publique au développement, je crois qu'il n'y a que Patrice Joly qui est là. Donc je te laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. Merci pour votre intervention et notamment votre présentation de ce qui relève du programme 209, qui est un exercice impossible pour ce qui vous concerne, compte tenu du fait que ce programme est massacré. Et je voudrais aussi souligner, je pense qu'il serait intéressant de sortir des éléments de langage comme faire mieux avec moins. On entend ça depuis des années. Récemment encore, j'entendais le directeur des finances publiques de mon département qui voulait qu'on se voit pour justement voir comment on allait travailler sur la réorganisation du réseau pour faire mieux avec moins. Je lui ai dit, écoutez, nous sommes en fait tête à tête, monsieur le directeur, évitez-moi ça. Donc ce programme 209 est effectivement massacré au regard des chiffres que vous avez présentés, bien évidemment. C'est quand même un message étonnant, à la fois adressé aux Français sur le fait que nous sommes aujourd'hui face à des défis qui sont des défis mondiaux qu'il nous faut relever collectivement, et face bien évidemment à l'ensemble de nos interlocuteurs internationaux, et en particulier aux bénéficiaires de cette aide qui, de manière en rebond, sont aussi des aides qui nous bénéficient indirectement pour relever les défis qui sont face à nous, le défi du réchauffement climatique, de la protection de la biodiversité, de la gestion de l'eau, de la gestion des flux migratoires. On pourrait poursuivre. On se trouve en plus dans un contexte où la pauvreté ne régresse plus depuis maintenant quelques années, où il y a une sans-alimentation qui elle-même progresse. On est quand même dans une situation où les moyens dédiés à l'aide publique au développement ne devraient pas être réduits, que la perspective qui était celle que nous étions donnée, et avec effectivement un rebond très important au cours de ces dernières années de l'aide publique au développement, puisqu'on avait atteint 0,50 et quelques % du PIB, et que la perspective était de 0,7. Alors vous allez me dire, on est revenu à un niveau qui est celui de 2019. Pour autant, les crises sont devant nous avec une acuité toute particulière. Je voudrais, dans un contexte aussi où la France, et comme l'a évoqué précédemment en évoquant la mission relative aux médias extérieurs, où la France, son influence est en régression, et il est dommage de remettre en cause un certain nombre d'outils qui justement permettent de préserver cette influence, voire de la renforcer. Moi, je voudrais simplement évoquer un point, ça c'est une question de stratégie un peu globale, politique, qui doit être portée effectivement, qui est portée par le gouvernement. Je voudrais savoir, en matière d'actions qui sont en cours aujourd'hui, en matière d'actions qui avaient été projetées et portées par des organisations non gouvernementales, notamment celles que j'ai pu rencontrer dans le cadre de l'audition de Coordination Sud. Je voudrais savoir comment vous allez sélectionner, définir des critères de poursuite d'intervention, d'accompagnement sur un certain nombre d'actions qui portent sur les populations civiles et non pas sur les gouvernements, et qui serait très dommageable de remettre en cause. Je vous remercie.
Merci Didier. Madame, je vous laisse la parole. Christian Cambon n'est pas présent. Merci, monsieur le sénateur. Oui, je crois qu'effectivement, nous ne pouvons pas nous payer de mots. Il y a une baisse importante, et je l'ai dit, le programme 209 est très fortement, c'est le plus fortement impacté, et ça n'est jamais un choix facile à faire. Je dirais que, évidemment, après une phase aussi de hausse importante, cette baisse peut apparaître comme un coup d'arrêt, mais enfin nous avons fait un certain nombre de choses au cours des dernières années qu'il ne faut pas oublier, et en portant l'APD à 0,56% du revenu national brut, nous avons pu engager un certain nombre de programmes et travailler pour asseoir notre influence, et je crois que voilà, la contrainte que nous espérons je dirais passagère, eh bien, ne doit pas faire oublier tout ce que nous avons pu engager depuis 2017 et en particulier depuis 2022, puisque sur le plan, je dirais, strictement budgétaire, les montants accordés au programme 110 d'un côté par le ministère de l'économie et des finances et 209 par nous ont plus que doublé entre 2017 et 2024. Donc c'est évidemment très important, et ça a permis de pousser notre contribution à des grands fonds verticaux qui ont engagé des actions très importantes sur les enjeux globaux de santé, d'éducation et d'environnement, sujet qui appelle des réponses globales et coordonnées. Donc je crois qu'il faut garder cela en tête. Nous allons devoir effectivement travailler sur les priorités. Je pense qu'il faut pour nous aussi garder la main sur la réflexion sur ce que nous faisons avec les crédits, garder la main sur le fait que nous devons prioriser l'action bilatérale et les programmes qui nous permettent, dans ce contexte de contraintes, de vraiment voir ce à quoi les moyens que nous mettons à disposition vont servir. Je pense qu'à cet égard, l'évolution du Fonds de solidarité pour le développement est importante, parce que il permet, je dirais, de travailler avec cette exigence de ciblage et de transparence que nous avons. Et donc il y a l'action que mène l'AFD d'un côté, mais ça n'est pas juste une agence, c'est une banque, donc elle a d'autres moyens d'action et d'intervention, et nous devons, à travers notre aide, garder, je dirais, le pilotage des crédits pour continuer à cibler les grands enjeux de santé, d'éducation et de préservation de la biodiversité, entre autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois que, et je ne voudrais pas être trop longue sur ce sujet, mais simplement indiquer que, évidemment, dans ce contexte, nous devons peut-être élargir le débat et surtout la réflexion. Nous ne sommes pas les seuls à être dans cette situation de contrainte. C'est une situation que connaissent d'autres partenaires européens, grands pourvoyeurs d'aide, et dans un contexte où l'Europe a été, je dirais, depuis longtemps, la première pourvoyeuse d'aide. Il faut que collectivement nous engagions une réflexion sur ce que nous sommes capables de faire, ce que nous pouvons faire pour garder cette marque de fabrique et cette empreinte vis-à-vis des pays les plus pauvres, puisque cette question de la répartition des richesses, cette question qui est celle d'un choix que nous ne voulons pas entre lutter contre la pauvreté et lutter contre les effets du changement climatique puisse être traitée, eh bien, ça appelle, je crois, une action plus coordonnée entre Européens et précisément pour voir où nous pouvons prendre les moyens disponibles et comment nous pouvons agir de la façon la plus ciblée et la plus efficace possible, conformément à je dirais, à la fois nos engagements, nos valeurs et nos fondamentaux tels qu'ils sont portés par ce ministère, par nos postes et par l'Agence française de développement.
Merci beaucoup. J'ai une série de 5 questions. Je propose qu'on les fasse les 5. Et puis après, je vous donnerai la parole pour répondre. Donc d'abord, Hélène Conway-Mouret. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. Merci pour votre présentation. C'est vrai que vous avez un ton plutôt combatif et il ne peut pas être autrement. Mais pour moi, faire mieux avec moi, en effet, pour être le slogan adopté par ce ministère qui est habitué aux coupes budgétaires successives, qui a pour habitude de se transformer, de se moderniser. Mais il y a quand même un élément qui a créé un vrai malaise et ça a été l'annonce de l'extinction du corps diplomatique dans le cadre de la réforme de la fonction publique qui a jeté un trouble et aujourd'hui il est très perceptible, je trouve, sur le terrain. Alors la discrétion des diplomates a fait que, eh bien, on a repris la main après la grève inédite en 2022. Mais je voudrais vous poser une question en matière de ressources humaines. Alors, parce que les rapporteurs ont posé toutes les autres questions qui m'intéressaient directement. Est-ce que vous avez un premier bilan des entrées au Quai d'Orsay des administrateurs de l'État qui ne sont pas issus du ministère? Est-ce que vous avez un nombre et le profil de ces personnes? De même, est-ce que vous avez un premier bilan pour le placement d'agents en mobilité externe, puisqu'ils y sont fortement encouragés? Est-ce que s'ils ne s'y prêtent pas, cela peut être un obstacle à leur carrière? Merci. Ensuite, Michèle Gréaume. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire Générale, j'ai eu quelques réponses par rapport à votre introduction et les réponses aux questions des collègues, mais ma question portera sur la réunion des ministres des Affaires étrangères qui a eu lieu avant-hier à l'Union européenne à Bruxelles. Alors que le gouvernement libanais espérait la signature d'un accord de paix il y a de ça un peu plus de 2 semaines avec l'État israélien, puissance occupante, ce dernier a rejeté la feuille de route proposée par les Libanais. Pour Israël, la trêve ne peut plus se baser uniquement sur l'application de la résolution 1701 de l'ONU et doit dorénavant s'accompagner de l'exigence qu'Israël puisse pénétrer dans le sud du Liban pour assurer le respect du retrait du Hezbollah avec un libre accès à l'espace aérien libanais. Naturellement, ces demandes représentant un abandon partiel de la souveraineté du Liban sur l'espace territorial et aérien ont été considérées comme inacceptables par le gouvernement libanais. En outre, la crise humanitaire et l'offensive des troupes d'occupation israélienne dans le nord de Gaza ont conduit les Nations Unies à qualifier d'apocalyptique le sort de la population palestinienne, confrontée non seulement à des bombardements continus, mais aussi à la mort par l'incurie et la famine. Le dernier bilan des attaques israéliennes s'élève à peu près à 44 000 personnes, dont 70% de femmes et d'enfants. Récemment, 2 de nos gendarmes sous statut diplomatique ont été interpellés par des policiers israéliens dans le domaine de l'Eleona en Palestine occupée. Alors que les prises de position de la Cour internationale de justice et du procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre d'Israël ne parviennent pas à faire cesser ces agissements et que la France a été directement humiliée de voir 2 de ses militaires mis face contre terre par une police étrangère, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a souhaité que soit formellement discuté lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, qui s'est tenue lundi, la possibilité de suspendre formellement le dialogue politique avec Israël. Quelle position a tenue la France et qu'attendons-nous pour sanctionner concrètement l'État israélien? Merci. Merci beaucoup, Michel. Je rappelle que c'est une audition sur le budget. Et je sais que tu le sais, mais, mais je pose la question. J'ai bien compris. La parole est à Ronan Le Bleu. Ah bah oui, pardon, mais moi comme le note, tu sais, je suis discipliné. Hein. Alors on a gagné une prise de parole. Et donc la parole est à Olivier Cadic. Merci Madame la Secrétaire Générale. Je voudrais d'abord saluer le travail mené par la Direction des Français de l'étranger pour moderniser cette administration de façon soutenue. Nos consulats sont souvent présentés, et vous l'avez fait vous-même, comme dédiés aux Français de l'étranger. Pourtant, ils s'occupent souvent des touristes en difficulté qui ne respectent pas toujours d'ailleurs les conseils aux voyageurs. Ces cas sont souvent très chronophages
en particulier ceux qui ne prennent pas d'assurance santé et s'en remettent ensuite au consulat. Pourriez-vous nous communiquer les statistiques OSCAR sur le temps perdu avec les cas de toutes ces personnes qui se mettent en difficulté? Et ne pensez-vous pas qu'il faudrait mettre en place un plan de prévention pour faire baisser ces problématiques? Merci. Merci Olivier. Enfin, Jean-Luc Ruel. Bonjour Madame la Secrétaire Générale. Merci pour votre intervention. J'ai une préoccupation qui concerne les biens immobiliers détenus par la France à l'étranger. Je me suis penché sur cette question et je dois dire que peu d'informations semblent précises ou publiques. En effet, il ne semble pas que nous disposions d'un inventaire physique et comptable récent de l'immobilier de l'État à l'étranger. Nous ne connaissons pas non plus de façon détaillée les régimes juridiques dont relèvent ces actifs, nous permettant de savoir si la France dispose effectivement du contrôle sur ces biens. Par ailleurs, le schéma directeur immobilier pluriannuel à l'étranger, SDIPE, établi par le ministère de l'Europe pour la période 21-25, visant à entretenir le parc immobilier et l'adapter aux nouveaux enjeux diplomatiques et consulaires, n'est ni public ni accessible. Concernant les opérations immobilières à l'étranger, elles sont examinées par la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les biens de l'État, dit CIME. Nous ne savons ni la fréquence des réunions de cette commission, ni le nombre des dossiers examinés annuellement, ni les avis rendus. C'est regrettable car j'ai pu constater lors de mes déplacements à l'étranger des cessions de biens apparaissant inopportunes. Par exemple, dans un pays, un consulat a été vendu pour ensuite passer à un système de location pour abriter les services consulaires et héberger le consul dans un pays où les prix locatifs sont prohibitifs. Pouvez-vous nous fournir quelques chiffres sur ce patrimoine immobilier, ainsi qu'expliciter les actions en termes de gestion et les critères présidant à une décision de cession de l'un de nos actifs? Je vous remercie. Merci Jean-Luc. Last but not least, Rachid Temal. Merci. Merci Madame la Secrétaire Générale. Pour prolonger la question de Patrice Joly, donc c'est moins 1,6 milliard, et si on additionne la partie qui est à Bercy, c'est de moins 2 milliards sur l'aide publique au développement. J'y ajoute à cela le fait que la loi qui a été adoptée, la loi de programmation à l'unanimité, n'est pas suivie puisque le président de la République a souhaité changer un certain nombre de choses dedans. Donc ma question est simple, c'est êtes-vous en train de préparer ou non une nouvelle loi de programmation sur l'aide publique au développement qui est, je crois, nécessaire à la fois au regard de la première loi n'est pas appliquée et qu'on arrive au bout de la planification. Donc est-ce que le Quai prépare ce texte-là? Merci. Secrétaire général, à vous la parole. Merci, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne la question, enfin il y avait plusieurs questions en fait sur la situation au Proche-Orient. En ce qui concerne la gravité de la situation humanitaire, vous l'avez souligné, nous n'avons jamais fait de distinction entre les victimes, et nous avons toujours dit et montré que nous nous tenions aux côtés des victimes, qu'elles soient du côté du palestinien, donc de Gaza, de Cisjordanie. Nous aidons aussi les victimes israéliennes, et nous faisons en sorte, en ce qui concerne le Liban, qu'il puisse préserver sa souveraineté. Vous avez prononcé ce mot de perte de souveraineté. C'était un des objectifs de la conférence du 24 octobre, conférence de soutien au peuple libanais et à la souveraineté du Liban. Et une des décisions dans le milliard d'euros qui a été collecté était de décider qu'une partie donc de l'argent, et les 200 millions iraient au soutien des forces armées libanaises. Donc c'est une manière de montrer aussi que nous voulons très concrètement aider le Liban à contrôler son territoire et à assurer sa sécurité et l'y aider.
Nous avons ensuite, sur la question des soldats sur le site des Lahora, convoqué l'ambassadeur d'Israël pour dire bien sûr ce que nous pensions de cette situation tout à fait inacceptable qui s'est passée donc au moment de la visite du ministre. Et enfin, sur la solution, sur la recherche d'une solution, c'est en dialogue étroit avec les Américains que nous travaillons pour essayer de participer à l'élaboration, à la formulation d'une sortie de crise que nous ne voyons pas encore pour l'instant. Je crois que la question suivante, c'était celle des... Monsieur Cadic. Voilà. La question des Français qui font fi des conseils aux voyageurs. J'ai dit tout à l'heure que nous étions très, très heureux que 26 millions de consultations soient enregistrées, mais certains, alors comment fait-on pour être plus convaincant? Je ne sais pas. Je crois qu'on ne peut pas enfreindre la liberté de nos concitoyens, mais enfin, nous travaillons quand même à la prévention pour les touristes, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, et certains mesurent mal à quel point ils peuvent être des proies. Ça n'est pas simplement la question des moyens mobilisés pour aller ensuite les chercher, mais c'est important aussi, mais ils peuvent être des proies, et aujourd'hui la pratique des otages est malheureusement une pratique qui se répand. Donc il y a un travail qui a été engagé par la DFAE, le CDCS et les postes pour essayer de voir comment assurer une meilleure information et prévention de nos ressortissants, et nous l'avons fait de manière très très nette. Vous l'avez peut-être vu tout récemment pour l'Azerbaïdjan. À l'occasion de la COP, nous savions que beaucoup de personnes voulaient s'y rendre, et nous savions à quel point c'était dangereux. Voilà, les chiffres Oscar vous seront transmis. Je ne les ai pas sous la main, mais nous ferons en sorte de vous les transmettre. Sur la question de l'immobilier, donc nous avons, je suis un petit peu surprise parce que je crois que nous sommes très clairs et transparents, en tout cas sur les... pardon, j'y reviendrai peut-être après, pardon, je suis passée à la question des biens immobiliers tout de suite. Donc 21 000 biens qui composent le parc immobilier du ministère à l'étranger, 1,6 million de mètres carrés de surface bâtie, 4 milliards d'euros, souvent dans un état de grande vétusté. En administration centrale, ce sont 121 000 mètres carrés sur 10 sites, dont 4 à Nantes. Ils sont désormais saturés, et donc nous devons retrouver un petit peu de marge. Et c'est pour ça que nous avons engagé le programme dont je parlais en introduction. Nous devons évidemment regarder de manière prospective ce que nous allons faire dans les années à venir. Et donc c'est pour ça que nous avons engagé une refonte de nos documents d'orientation stratégique, le SPSI, comme on dit, pour 2025-2030. Ce sont des schémas pluriannuels de stratégie immobilière pour essayer de mettre à niveau nos bâtiments en tenant compte de 3 grands critères. D'abord la sécurité et l'accessibilité de nos sites à l'étranger. Il y a des sites où il faut maintenant, du fait des crises, construire des logements sécurisés pour les agents. Il y a 25 millions d'euros engagés pour des projets en cours. Il faut aussi procéder à des travaux de désamiantage, de mise en sécurité électrique, incendie, structurelle, de mise en accessibilité pour le public ou les agents en situation de handicap. Et là, le besoin du réseau est évalué à environ 50 millions d'euros par an sur 10 ans. Et 17 millions par an pour 8 ans pour l'accessibilité. Nous devons bien sûr tenir aussi compte des exigences liées à la transition écologique et énergétique. Et c'est le programme Ambassade verte et plus largement service public éco-responsable dont nous devons tenir compte. Et nous avons là des besoins qui sont estimés à environ 22 millions d'euros par an sur 10 ans. Et puis, bien sûr, nous devons aussi
aussi aujourd'hui tenir compte, c'est plus récent, des nouveaux modes de travail et d'occupation des locaux. C'était l'objet de la circulaire du Premier ministre de février 2023. Donc nous devons là intégrer cet élément dans notre réflexion et nous restons, monsieur le sénateur, à votre disposition pour vous donner des éléments plus précis, bien évidemment. J'en viens maintenant à la question de madame la sénatrice sur la suppression du corps diplomatique. Alors, cette annonce avait suscité beaucoup de questionnements, mais je crois que c'était aussi parce qu'elle arrivait à un moment où nous étions, comme je l'ai rappelé tout à l'heure très brièvement, dans une longue période de plusieurs décennies d'attrition de nos moyens. Je crois que c'est dans ce contexte que la réaction a été particulièrement vive. Moi, je voudrais mettre l'accent sur le fait que dans les orientations que nous avons eues du président de la République le 16 mars 2023, lorsqu'il est venu au Quai d'Orsay pour prendre acte de la fin des États généraux, le président a indiqué, a souligné à quel point être diplomate était un métier qui exigeait un savoir-faire. Et il a dit lui-même, il faut absolument être très bien formé et je veux que vous mettiez l'accent sur la formation et c'est là qu'a été énoncée l'idée de l'académie diplomatique et dont nous sommes en train de tirer, je dirais, le meilleur. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui travailler. Chacun sait que être diplomate, c'est un métier, c'est même un monde de métiers, la diplomatie, parce que du consulaire au culturel, en passant par, bien sûr, le politique et la négociation, nous avons plusieurs métiers. Il est trop tôt pour dire où on en est de la mobilité, mais elle ne gêne je dirais aucunement. Nous avons aujourd'hui procédé à une refonte du service qui s'occupe de la mobilité pour avoir vraiment une vision très large des types de mobilité de nos cadres, entre ministères, dans des organisations, dans des organisations de la société civile ou du privé, et pour faire en sorte surtout que cela soit pris en compte dans l'affectation ultérieure des collègues. C'est ça qui est très très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour accéder aux plus hautes fonctions d'encadrement dans le ministère, mais c'est valable pour toute la fonction publique, il faut avoir eu une expérience de mobilité. Donc ça, c'est un élément très important et la mobilité, elle est très diverse. Et puis nous veillons bien sûr dans la mobilité à l'organiser en exportant, si je puis employer ce terme un petit peu trivial s'agissant de collègues, les meilleurs. Et nous veillons vraiment à proposer des gens compétents sur les postes qui nous sont proposés. Et nous-mêmes, lorsque nous accueillons, nous veillons à regarder si les agents qui se présentent sur les postes que nous mettons au mouvement ont les compétences techniques ou diplomatiques. Et sinon, nous devons eh bien, leur proposer de les acquérir. Et c'est tout le travail et l'enjeu de l'académie diplomatique. Donc je n'ai pas encore de chiffres vraiment intéressants parce que la réforme, elle est encore en cours de mise en place, mais je crois avec des effets positifs. En tout cas, nos collègues l'ont vu. Je crois que la réforme de la haute fonction publique a permis de regarder de manière un petit peu plus objective quelle était la situation des diplomates et notamment en administration centrale pour opérer une remise à niveau par rapport aux autres ministères. Et nous sommes revenus donc dans la moyenne interministérielle. Donc je crois que c'est important. C'est important au moment où nous nous interrogeons sur l'attractivité de la fonction publique. Alors nous avons plutôt un bon niveau d'attractivité, mais nous essayons d'être encore meilleurs et plus attractifs, et cela est évidemment lié à la façon dont nous traitons et gérons la mobilité, dans la façon de l'intégrer dans les parcours et la façon d'améliorer aussi plus généralement les conditions d'accueil de nos nouveaux agents. Je crois qu'il y avait aussi Ben, la réponse est très courte. Nous n'avons pas de projet de nouvelle loi sur l'aide publique au développement. Monsieur le sénateur. C'était bon pour... C'est bon, t'as une... Parfait. Bon, bah, écoutez, merci madame... De quoi ?
C'est bon? Tout est bon? Non, j'entends des prises de parole. Madame secrétaire générale, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Je crois qu'un certain nombre de mises au point étaient nécessaires compte tenu quand même des enjeux stratégiques majeurs que revêt le fonctionnement du ministère. Et on a eu l'occasion, juste avant votre arrivée, de débattre très largement sur cette question, puisque un certain nombre d'autres points sont concernés également et que nous avons toujours, en tout cas depuis quelques années maintenant, fait de cette volonté de rayonnement de la France et de notre capacité à peser sur les affaires du monde une priorité. Et je reparlais en tout cas de la définition qu'avait fait le chef d'état-major des armées de ce qu'était la guerre de haute intensité et de la capacité qu'on doit avoir à gagner la guerre avant la guerre. Et gagner la guerre avant la guerre, c'est aussi être évidemment en capacité de lutter à armes égales avec un certain nombre de nos adversaires qui, eux, ont déjà commencé cette guerre depuis longtemps en matière informationnelle, en matière cyber, en matière numérique et en matière diplomatique. Et j'ai toujours en tout cas eu pour habitude de dire que la diplomatie était la dernière étape avant la guerre et que c'est nécessairement celle qu'il faut encourager pour y être présent et pour pouvoir peser. Donc merci en tout cas pour cette audition, merci pour ce que vous faites pour le rayonnement de la France dans le monde, et j'espère en tout cas que dans le cadre des auditions budgétaires et ensuite du vote du budget, nous pourrons sensiblement améliorer un certain nombre de points ici au Sénat. Merci beaucoup en tout cas.